Bonjour, alors ce matin nous allons vous faire entendre l'odieux personnage Jacques Attali qui œuvre depuis l'élection de Mitterrand, 1981. Donc il commence à se faire vieux, mais il faut savoir que ce personnage a eu énormément d'influence sur la vie politique française. Il a été notamment celui qui a œuvré pour mettre Macron là où il est actuellement, les réseaux, les sectes occultes, tout a été mis en œuvre pour détruire systématiquement la France. Il l'a fait progressivement, il a tissé sa toile et il a réussi avec Macron à finaliser son œuvre, c'est-à-dire à détruire totalement le pays. Donc ce sont des êtres, écoutez, c'est mon point de vue évidemment, c'est toujours mon point de vue d'ailleurs quand je m'exprime, mais je dis toujours attention, ce n'est que mon point de vue. Je pense que c'est un être extrêmement maléfique. Et c'est comme un mort-vivant, il est toujours là, présent, sous des aspects, vous savez, un peu bizarres, parce que c'est un type très riche, très influent, et certainement qui a les moyens de se présenter correctement devant des médias ou devant des... Mais vous savez, il y a toujours un côté chez lui négligé, soit dans sa coiffure, soit dans sa barbe, soit... Enfin, il y a quelque chose d'absolument négligé qui rappelle une forme de déchéance, voire de décadence. Quand vous voyez Philippe de Villiers, il est toujours impeccable, il a toujours chassemé, les cheveux bien coiffés, bien rasés. Il sait que il soigne son apparence quand il se présente devant les Français. Jacques Attali, c'est une forme d'être hybride on a l'impression qu'il sort de son lit, les cheveux toujours mal coupés, toujours un peu dégueulasse, quoi. Ça rejoint ma sensation que le physique est partie prenante de l'âme d'un individu, sa présentation, sa manière d'être. Et donc, on va l'écouter parce que la bête est en train d'être acculée progressivement à certaines révélations. Il y a Epstein, l'affaire Epstein qui va sortir avec cette supposition qu'il aurait été plus ou moins un agent du Mossad pour faire chanter. Il aurait usé de ses faveurs sexuelles, enfin pas lui Epstein, mais son réseau et sa fourniture, qui étaient des jeunes filles mineures. Il aurait fourni des jeunes filles mineures à des influences, à des gens très influents au niveau mondial, et ensuite le Mossad aurait plus ou moins utilisé certaines vidéos, certains témoignages pour les faire chanter, pour les faire avancer dans le sens où ils veulent. Je parle du Mossad. Et Epstein aurait été un agent du Mossad. C'est une hypothèse. Je ne sais pas si ça sera confirmé ou pas par les révélations actuelles, mais on sent que l'étau se resserre là. Et Attali, là-dedans, j'en sais rien, moi, quel est son rôle, mais il ne peut pas ne pas être au courant. Et ces gens-là sont maléfiques, vraiment maléfiques, à tout point de vue. Ils sèment la guerre, ils sèment la mort. En plus, ils protègent des gens très, très transgressifs au plan sexuel, à d'autres plans. Bref, je dirais que d'une certaine manière,
ils ont mis en place un système qui protège les criminels et qui enferme les gens qui parlent trop. C'est la dictature inversée, c'est-à-dire une poursuite, soit on pourchasse, les gens qui dénoncent la vérité et on laisse en liberté les criminels, les sataniques, tous ces gens-là. J'en ai assez dit, on va écouter notre ami Jacques Attali. On écoute. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, 26 février 2025, on aurait vu le patron et propriétaire du plus grand journal démocrate américain expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, il ne publierait que des articles favorables à la liberté de l'économie et à la liberté de parole absolue, sans aucun contrôle des fausses nouvelles et des diffamations. Qui aurait cru que Jeff Bezos imposerait cela à son journal, le Washington Post, entraînant, et c'est son honneur, la démission du directeur des pages éditoriales. Ceci devrait être un coup de semonce pour que ceux qui n'ont pas encore compris l'évidence, les États-Unis sont en train de devenir une dictature au nom de la liberté économique qui en fait ne profite qu'aux plus riches et de la liberté de parole qui ne profite qu'à ceux qui ont les moyens d'avoir la liberté de parole et de diffamer. La double liberté, c'est la double dictature. Nous en allons peut-être en faire la tragique expérience aux États-Unis. L'Europe reste et devra rester le bastion de la vraie liberté, la liberté protégée, la liberté garantie, la liberté sécurisée par les moyens du droit et les moyens de la démocratie. Oui. Alors aujourd'hui, on peut dire que tout se passe comme si M. Trump était un agent russe. Je ne dis pas qu'il est un agent russe, je n'en sais rien. Mais tout se passe comme si. Il agit dans l'intérêt de la Russie. Et il faut en prendre acte. Pour nous, Européens, tout se passe comme si. Voilà. Justement, Jacques Attali, est-ce que nous sommes les dindons de la farce dans ce dialogue qui se reprend dans cette... C'est d'une certaine façon une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que je suis de ceux qui, depuis très longtemps, crient à la menace, souvent dans le désert, en disant « nous sommes seuls, si nous sommes attaqués un jour par qui que ce soit, personne ne nous défendra ». C'est vrai d'ailleurs depuis M. Obama. M. Obama non plus ne se prêtait pas à défendre l'Europe. Des libertés fondamentales. Est-ce que la fermeture de C8, c'est une atteinte à la liberté d'expression? Je ne me prononce pas. La justice a dit ce qu'il fallait dire. Donc je respecte la décision de la justice. Je trouve qu'il est normal que toutes les expressions puissent s'exprimer dans la limite du respect du droit et dans la limite de la diffamation. Et il semblerait que cette chaîne, malgré beaucoup d'avertissements, n'ait pas respecté les règles du droit fixées par les limites de la Constitution et du droit français. Oui, mais donc, en disant c'est une atteinte à la liberté d'expression, une partie de l'échiquier politique dit aussi c'est la faute des juges, c'est la faute de l'ARCOM, c'est la faute du Conseil d'État. C'est très important de voir cela. Et ça nous ramène au début de notre conversation. Monsieur Trump, président des États-Unis, va se trouver confronté avec les juges. Et il va essayer de passer outre. Or, on y est déjà, en fait. À certains moments, les juges sont plus démocratiques que les politiques. Puisqu'ils défendent, parce qu'ils défendent le respect des lois. Si un politique veut faire n'importe quoi, il peut sortir de la démocratie, de la Constitution. Par exemple, si un homme politique dit bien, je vais prendre une décision qui n'est pas conforme au traité européen, eh bien, le juge va lui dire, vous pouvez pas, parce que, chose que peu de gens savent, ou en tout cas veulent se souvenir, les traités ont une valeur juridique supérieure aux lois nationales. Or, beaucoup de Français pensent, mais non, les traités, c'est pas aussi important que la loi nationale. Mais cela, un certain nombre de politiques appellent aussi à le remettre en cause. Alors ça, c'est impossible. C'est dans la Constitution, c'est une règle fondamentale du droit international. Les traités ont une valeur supérieure au droit national. La seule façon d'échapper à ce qu'impose un traité, c'est de renoncer à ce traité, ne plus obéir. Ça s'appelle, pour les traités européens, sortir de l'Union européenne. Voilà, donc il nous offre l'argument par lequel il faut effectivement sortir de l'Union européenne. Là, c'est lui-même qui nous... C'est incroyable, il nous livre lui-même l'argument pour lequel il est nécessaire, l'argument pour lesquels il est nécessaire de sortir de l'Union européenne. Il nous le donne, l'argument.
Donc si on veut retrouver notre liberté, notre souveraineté, notre liberté d'expression, il faut sortir de l'Europe. Du coup, là, ça s'impose et il va falloir évidemment que les Français progressivement intègrent cette idée de sortir de l'Union européenne. Ça paraît maintenant absolument évident. Et malheureusement, ceux qui veulent sortir de l'européenne, pour l'instant, ne représentent que 1 ou 2%. Dans l'échiquier politique, quand on regarde les élections, les gens ne sont pas convaincus par cette idée. Alors qu'il va falloir qu'elle fasse son chemin, parce que là, je crois qu'on n'a plus le choix. Étant donné les menaces qui pèsent sur nous, parce que la vraie dictature, c'est l'Union européenne. En fait, il inverse tout, Jacques Attali. C'est un serpent. Il défend son camp, il défend son périmètre, il défend sa secte, je ne sais pas comment vous dire. On ne peut pas lui reprocher de défendre et d'œuvrer pour celui vers lequel il a promis allégeance. Vous savez, les agents du diable, on ne peut pas leur reprocher de servir leur maître. C'est à nous de nous défendre, c'est à nous de combattre, c'est à nous de servir aussi, si nous avons un maître, de le servir correctement. Notre maître, c'est la vérité, c'est la lumière. Et eux, c'est l'ombre, c'est le noir, c'est l'aspect, je dirais, démoniaque qui transparaît à travers tout leur être, d'une certaine manière. Il faut savoir que ces gens-là, c'est eux qui ont poussé à cette immigration incontrôlée. C'est eux qui ont voulu que ce cosmopolisme, c'est eux qui ont cherché à diffuser l'islamisme. C'est eux qui ont... Oui, ils ont travaillé à ça, bien entendu. Ils le savaient. Ils savaient que en influençant, ils ont été des apprentis sorciers et ils ont joué beaucoup avec l'islam en sachant que les croyants, les musulmans, se laisseraient plus ou moins corrompre progressivement par une religion qui prête à cette forme de fanatisme. Ils le savaient, ils sont malins. Ils ont donc instrumentalisé les musulmans à leur avantage, à leur profit. C'est ce que les musulmans ont du mal à comprendre, mais qui comprendront progressivement, au fur et à mesure qu'ils vont servir de bouc émissaire, évidemment, parce que ça fait partie du plan. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.